Bonsoir à tous, nous voilà donc pour le Focus, il est 19h et quelques minutes. Donc ce soir, nous allons parler plan alimentaire territorial avec nos invités. À l'heure où on parle, la question du chlordécone revient sans cesse en fait sur l'avant de la scène, sur le devant de la scène, pardon. C'est un sujet extrêmement important. Il est temps pour nous peut-être de réfléchir justement à comment atteindre ou en tout cas projeter une autosuffisance alimentaire, comment mieux se nourrir avec les produits du terroir, voilà toutes les questions que nous allons poser ce soir avec nos invités. Mais tout de suite, on va faire un petit agenda, vous proposer quelques activités pour les jours à venir. Donc tout d'abord, on a le ScienceFlix qui vous est proposé. On va voir l'image qui vous est proposée par les Cafés de la Rawak avec Agnès Garouche qui sera donc à l'hôtel Rawak ce soir, 18h30, c'est maintenant. Et donc qui va faire une conférence sur ce que disent les séries préférées de notre société. Ensuite, nous aurons également à la Rawak les Mondes d'Orsay, mercredi à 18h30. Pareil, avec un autre historien, Pierre Singaravelou, qui va donc discuter un peu de son livre, un livre qu'il a publié sur des œuvres du musée d'Orsay. Enfin, on a prochaine diapo. Donc, on est passé à l'actualité. On va passer à l'actualité, du coup. Donc, on va discuter de l'actualité avec nos invités. Donc, ici, on a une petite capture d'écran de Twitter, de l'UNESCO. Donc, qui a intégré depuis quelques jours donc la soupe Joumou, donc dans le patrimoine immatériel de l'humanité. Alors, qu'en pensons-nous? Et ma question aurait été quel plat guadeloupéen pourrait être inclus donc au patrimoine immatériel de l'humanité? Alors, pourquoi pas la soupe à Congo, ouais. qui est élaborée justement à partir d'ingrédients de terroir, qui est faite avec peu d'énergie, a priori, donc ça va bien avec la transition climatique, par exemple. Et puis, c'est beaucoup de fruits et légumes qui sont reconnaissables, donc c'est pas hyper transformé. Enfin, on est typiquement dans l'ère de l'émission, justement, et de ce qu'il faudrait justement faire. Alors, si la Guadeloupe, comme Haïti en son temps, en 1804, a pu un peu montrer le flambeau de la liberté, pourquoi pas nous montrer la direction du bien manger? Tout à fait, parce qu'il faut rappeler donc que la soupe Joumou est la soupe de l'indépendance, donc en Haïti. Donc il y a du giromon, il y a des pâtes, il y a de la viande, et c'est une soupe donc que les Haïtiens mangent le jour de l'indépendance pour célébrer justement cette révolution haïtienne qui a abouti à l'autodétermination, même si on sait que l'indépendance est quand même au niveau géopolitique, personne n'est indépendant, à vrai dire. Si on parle d'économie, voilà, on est interdépendant, mais en tout cas, dans l'identité, en tout cas, la politique, etc. Donc, c'est effectivement la soupe dont vous parlez, Monsieur Flower, elle a aussi peut-être une histoire ou on va dire, nous rappelle aussi peut-être l'origine de ce que nous sommes, quelque part, avec l'histoire des esclavagisés. Et c'est aussi un mélange, justement, d'ingrédients d'origine diverses. Le nom même Congo fait appel à l'origine d'une partie de nos populations, mais il y a aussi des ingrédients typiquement caribéens, amérindiens. Et donc, je pense que c'est vraiment une bonne représentation de ce que nous sommes comme mélange, comme bouquet de culture, justement. Tout à fait. Alors, on va voir notre prochaine. Est-ce que quelqu'un d'autre avait quelque chose à dire sur le sujet? Non, tout le monde est d'accord? La soupe à Congo. Ok, on va passer à la prochaine diapo. Alors, notre prochaine diapo. Et du coup, je vais présenter mes invités, puisque je ne vois pas mes diapos. Donc, le sujet ce soir, c'est le projet alimentaire territorial. Donc, il est prévu dans la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. On va en parler tout à l'heure. Et donc, il y a quand même beaucoup d'initiatives maintenant, depuis quelques années, autour de l'agrotransformation, l'agriculture, de nouveaux jeunes agriculteurs, en tout cas, qui proposent aussi des produits transformés. Donc là, on avait vu
le logo de Guadeloupe Forever. On a eu aussi récemment, également l'initiative localité, notamment pendant le confinement. Donc il y a eu beaucoup d'initiatives comme ça, notamment pendant la grève des 44 jours. C'est souvent dans ces moments-là qu'on a des initiatives qui émergent. On a aussi Phytobocase, donc du docteur Joseph. Et je pourrais encore citer les saveurs de Wahé, si on doit parler de la Martinique. Voilà, pour ces jeunes agriculteurs, on a tout un tas, pléthore en fait d'initiatives qu'on connaît plus ou moins selon où on habite sur le territoire, qu'il faudrait valoriser. Mais ce soir, nous avons donc avec nous Monsieur Jean-Marie Flower. Bien, bonsoir. Bonsoir, donc de Fleur Carbone, donc, qui est né en Guadeloupe, doctorant en écologie à l'Université des Antilles en 2004 et dont la thèse portait sur la résolution des problèmes liés à la destruction de la végétation de la mangrove aux Petites Antilles. Vous avez un intérêt particulier pour la transition écologique donc et climatique, voir ce que ça implique justement sur notre territoire. Stanley Rinaldo. Bonsoir à tous. Bonsoir, cofondateur d'Arbocréas, donc une structure qui propose donc des chantiers en permaculture. On va en parler tout à l'heure. Donc vous êtes manager, hôtel-restaurant, gérant aussi d'une entreprise de communication. Donc plutôt un parcours commercial, donc vous êtes plutôt la tête commerciale et il y a une tête qui fait l'agriculture, qui n'est pas là ce soir, mais on le salue, donc c'est Élie Saint-Silly. À ses côtés, Mélina Martial, donc, qui est ostéopathe et également conseillère en lactation. Voilà. De l'autre côté, on a donc deux autres femmes. Donc Rachel Lolia, qu'on n'a plus besoin de présenter aujourd'hui, qui a créé Paroca et qui est ici ce soir pour parler de Typopéie, en tout cas du travail qu'elle met en place, donc qui est entrepreneur, biologiste en biosanté, alimentation, nutrition en milieu tropical et ingénieur en communication scientifique. Et à ses côtés, on a donc Olivia de Blasia qui est diététicienne et nutritionniste. Voilà. Donc on a un plateau vraiment complet qui va nous permettre en fait de disséquer un peu cette question et voir ce que ça implique donc en Guadeloupe. Alors parlons de ce projet alimentaire territorial. Donc qu'est-ce que ça nous évoque ou qu'est-ce que ça vous évoque, en tout cas pour les personnes qui sont concernées au premier chef? Alors le projet alimentaire territorial, eh bien, c'est un projet, effectivement, comme vous le disiez, qui a été lancé donc, par la loi 2014, qui vise quelque part, effectivement, à identifier les différentes filières qui peuvent participer donc, à une logique d'autonomie alimentaire qui donc, va permettre eh bien, de pouvoir eh bien, favoriser sur trois aspects, l'aspect sociologique, l'aspect environnemental et l'aspect écologique au niveau de l'approche que l'on peut avoir. Et du coup, la structuration de cette filière va donc avoir pour objectif eh bien, de favoriser justement les consommations locales sur un territoire bien précis, favoriser l'économie circulaire, favoriser l'économie sociale et solidaire. Et effectivement, ça peut être vu également comme un tremplin pour pouvoir eh bien, travailler sur différentes thématiques de la biodiversité, de ce renforcement, et le tout en conciliant en effet le développement économique qui est possible à travers cela. D'accord. Donc effectivement, les enjeux, on a une dimension économique, structuration et consolidation des filières dans les territoires, rapprochement de l'offre et de la demande, maintien de la valeur ajoutée sur le territoire, une dimension environnementale, développement de la consommation de produits locaux et de qualité, valorisation d'un nouveau mode de production agroécologique, production biologique, préservation de l'eau, des paysages, lutte contre le gaspillage alimentaire et une dimension sociale, éducation alimentaire, création de liens, accessibilité sociale, dons alimentaires, valorisation du patrimoine. Donc je pense que c'est vraiment, là les invités sur le plateau on va pouvoir discuter de toutes ces dimensions. Donc d'abord, Monsieur Flora, est-ce qu'on peut parler déjà des enjeux écologiques auxquels nous nous confrontons et qui peuvent être des obstacles peut-être à ce projet d'autosuffisance? Alors d'abord, moi j'ai envie de dire que le projet alimentaire territorial, c'est un peu un contre-pied à un projet alimentaire mondial. Parce qu'on est dans un projet alimentaire mondialisé depuis 2 siècles. Et la Guadeloupe ne fait pas exception. À peu près 80% de ce qu'on mange qui vient d'ailleurs. De champs, on ne sait pas exactement. Dans quel pays, on ne sait pas exactement. Produit comment, on ne sait pas exactement. Et tout ça n'est possible que grâce à une débauche d'énergie
dont on commence à sentir depuis quelques décennies que voilà, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc évidemment, comme manger, c'est quelque chose d'aussi essentiel que de respirer, que de boire, que de dormir, il serait quand même un petit peu temps d'essayer justement de reterritorialiser. On a dit qu'on était tous interdépendants. L'indépendance, ça n'existe pas. On est tous interconnectés, interdépendants. Et je dis tout le temps qu'on est T-E-2-R-E. Et c'est justement l'occasion de se reconnecter à son territoire, à ses sols, à sa végétation, aux pollinisateurs qui sont capables de faire fructifier les plantes qu'on a, au climat qui fait que nous avons telle température, telle humidité et pas telle autre, telle quantité d'ultraviolet et donc besoin de tant d'antioxydants pour ne pas avoir des problèmes divers et variés. Donc c'est tout ça auquel les projets alimentaires territoriaux essaient de répondre. Donc on a presque envie de dire que c'est le bon sens même, sauf que on a été obligé de le déconstruire pour se dire que tiens, ah oui, il faut des producteurs, il faut que la société civile soit là, il faut que les agrotransformateurs y participent, il faut que la puissance publique puisse organiser des règles du jeu pour que tous ces partenaires se mettent plus facilement en action. Surtout quand la grande distribution ou les circuits mondialisés justement ont tendance à mettre des bâtons un peu dans les roues de toutes ces initiatives. Donc c'est finalement pour ça. Et pour reboucler sur la question donc, énergétique, dans les 10-15 ans à venir, non seulement la Guadeloupe, mais même, enfin, c'est l'ensemble quasiment des terres émergées sur Terre qui seront de plus en plus impactées par le dérèglement climatique, qui seront de plus en plus impactés par des pénuries d'énergie et donc la difficulté d'importer de la nourriture. Donc il faut absolument utiliser au mieux les ressources locales. Ça veut dire qu'il faut apprendre à les connaître, il faut apprendre à s'y habituer dès le plus jeune âge, et Rachel en parlera mieux que moi. Et donc c'est toute cette... en fait c'est un changement de système, un changement de paradigme. Donc ça prend du temps. Si ça prend du temps, ça va jamais assez vite, bien sûr, mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Et on est là, justement, pour porter parole là, porter nouvelle là, pour que les téléspectatrices et les téléspectateurs comprennent un peu mieux quel rôle ils ont à jouer, quelles pièces du puzzle ils représentent dans ces projets alimentaires territoriaux qui sont peu nombreux. Hein. Il y a Bemao. La 8. Ah oui, quand même. Il y en a que je ne connaissais pas. Je connais Bemao, Bornalo, Port-Louis, la communauté Abim. Bon. Et bien voilà, ça commence à faire des petits, mais il en faudrait des centaines et des centaines. Parce que, à mon avis, c'est vraiment territoire par territoire. Donc la Côte-sous-le-Vent, ce n'est pas les grands fonds, etc., etc. Oui, parce que chaque territoire a aussi sa propre écologie. Oui. On a tous une carte d'identité, nos territoires ont aussi leur carte d'identité, et c'est en connaissant mieux leurs atouts et aussi leurs limites qu'on peut les amener à dialoguer ensemble, à être complémentaires et être créatifs en plus. Oui. Pourquoi pas avoir un plat reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, je crois qu'il faut faire ce travail-là. Personnellement, je milite pour. Alors, j'ai envie de poser la question maintenant avec la question du chlordécone, justement cette problématique. Bon, le procès n'a pas abouti, alors je ne sais pas ce que ça va donner. Pas encore. On ne lâche rien. Non, il y a plusieurs actions en cours, donc tout à fait. On est sur plusieurs fronts. Voilà, mais pour justement cette diversité alimentaire, parce qu'on voit que c'est porté par des institutions quand même pour le moment, est-ce que ça peut être porté par une famille? Est-ce qu'on peut faire son propre projet alimentaire territorial? Mais déjà justement, je vais venir vers Stanley, est-ce que justement la permaculture peut être une solution justement pour contribuer à développer ce plan alimentaire territorial par rapport à la question du chlordécone notamment? C'est une très bonne question et c'est vrai que la permaculture, et je pense que M. Florin sera d'accord avec moi, est une réponse, c'est une solution à pas mal de questions sociétales que l'on peut rencontrer. Ici, au niveau du projet alimentaire territorial, je pense que c'est l'une des réponses les plus adaptées effectivement à cette problématique.
on va tout simplement recentrer ça à quelque chose de facilement identifiable. Quand on regarde ce qu'on consomme dans une journée, on va avoir besoin d'une multitude d'aliments, une multitude de fruits, de légumes et d'aromates pour constituer son menu quotidien. Et dès lors qu'on regarde ça, justement, son mode de consommation, et qu'on regarde la production qui est faite en face, on se rend bien compte effectivement que l'agriculture conventionnelle ne répond pas justement à ce besoin quotidien d'avoir une multitude d'éléments qui répondent à notre besoin quotidien, ne serait-ce qu'en termes de nutriments. Et la permaculture, c'est quoi justement ? C'est le fait de prôner, si on regarde juste cette méthode agricole, c'est le fait d'associer différentes cultures au sein d'un même espace. Et donc dès lors qu'on applique justement cette méthodologie à une agriculture du coup sous le principe de la permaculture, on se rend compte que cette production va rentrer effectivement en adéquation avec le besoin qui rentre dans le cadre du projet alimentaire territorial. Je vais prendre à titre d'exemple au niveau du CNGT, il y a un projet de l'usine centrale qui vise effectivement à agro-transformer des produits issus de l'agriculture biologique du territoire à destination des cantines scolaires pour justement répondre à ce besoin de traçabilité qui manquait jusque-là pour pouvoir favoriser les produits locaux au sein des plats proposés. Et donc on se rend compte effectivement que la permaculture est effectivement la meilleure méthode à proposer dans la mesure où elle va à la fois prendre en considération comment cultiver, comment mieux planter, comment justement éviter les divers intrants chimiques qu'il pourrait y avoir dans la méthode de construction, mais aussi prendre du recul vis-à-vis de l'approche de façon globale et se demander comment je vais justement utiliser, m'approvisionner en énergie pour mener à bien mon exploitation, comment je vais aussi gérer le transport pour pouvoir acheminer ma production de point A à un point B. C'est vraiment se dire qu'avec la permaculture, on a une philosophie qui nous permet de prendre du recul et d'avoir vraiment une vision holistique de notre approche pour qu'on puisse avoir une action la plus durable possible. Et c'est en ça que le projet alimentaire territorial devient vraiment un moyen de pouvoir aller plus rapidement au niveau de l'objectif, mais en sachant qu'on a la possibilité de regarder les différentes hautes thématiques, la transition écologique, transition énergétique. Il y a d'autres choses qu'on doit pouvoir conduire en même temps que l'on conduit un projet alimentaire territorial. Et c'est en ça que la permaculture devient une réponse universelle. Et comment ça se passe ? Alors on voit quand même qu'on a une agriculture qui est principalement la canne, la banane. Ensuite, on va dire, un peu de diversification. Voilà. Comment est-ce qu'on peut projeter justement de développer une agriculture si on devait être autosuffisant ? Est-ce que c'est possible finalement en Guadeloupe par rapport à l'accès justement à la terre, par rapport à aussi toute cette culture qui est, ces deux monocultures, ces cultures principales qui sont un peu qui priment en fait sur le reste. Comment est-ce qu'on pourrait se projeter en fait, et tout en essayant de préserver aussi notre environnement, parce que c'est aussi toute la question, comment on exploite la terre sans la lessiver, sans la surexploiter. En fait, on est au cœur complètement. Il faut puiser sans épuiser. C'est un petit peu ça presque la quadrature du cercle. Et Cuba, pas très loin d'ici, ils ont vécu entre 1990 et 1993, ça commence à dater un peu, mais quelque chose qui a été une sorte d'effondrement pour eux. Mais en fait, ils ont vécu avant tout le monde ce que le monde entier va finir par vivre, peut-être là, dans avec les le 2-3 ans blocus. qui viennent. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale de l'énergie, avec le déclin finalement du pétrole, donc de la globalisation, donc du commerce international de denrées alimentaires. Et donc, ils ont, en 3 ans, alors un peu à marche forcée, c'est vrai, réussi à multiplier la population des agriculteurs par 10. Ils sont passés de 100 000 à 1 million en 3 ans. Alors, ça n'a pas suffi à ce que Cuba devienne autosuffisant, mais par contre, ça a considérablement amorti le choc. Et ça a permis en plus de réduire les inégalités en donnant des sources de revenus. Mais c'est vrai que ça s'est fait au détriment des cultures d'exportation. Alors effectivement, ces cultures d'exportation qu'on a nommées, canne et banane, si elles pouvaient continuer encore 10, 15, 20 ans sans aucun problème, oui, on pourrait se poser la question, ah oui, mais il y aurait des perdants, etc. Mais ce sont déjà des cultures qui sont
victimes de la globalisation, qui de toute façon rapportent de moins en moins parce que les prix sont fixés à l'extérieur, qui auront de plus en plus de difficultés à trouver des conteneurs, des marchés, etc. Donc finalement, ce qu'il faut effectivement, c'est repenser globalement l'occupation de notre territoire et ce que nous choisissons de produire. Produire ce que nous mangeons et manger ce que nous produisons. Là aussi, c'est quelque chose, une formule un petit peu simple, mais qui a le mérite de la clarté. Et pour ça, il faut, comme disait Stanley, il faut observer la nature. Il faut observer comment les écosystèmes fonctionnent, quels sont les atouts, quelles sont les contraintes. Le chlordécone en est une, mais on peut le contourner. Et donc, c'est l'observation qui permet de se rendre compte finalement qu'on n'a rien à inventer, mais qu'on a à copier, tout simplement, à imiter la nature. Et pour répondre, est-ce que nous pouvons arriver à l'autosuffisance alimentaire, l'autonomie alimentaire, il y a une petite île qui s'appelle Tikopia, Tikopia, qui se trouve dans les îles Salomon, à peu près à 1000 km au nord de la Nouvelle-Calédonie. Elle n'est pas plus grande que Terre de Haut, 5 km². Il y a autant d'habitants qu'à Terre de Haut. Depuis 3000 ans, ils sont très isolés, donc ils vivent en autonomie quasiment. Donc avec des agroforêts partout. Leur île est devenue une agroforêt. Et cette agroforêt, en fait, je vous invite à aller sur des, on ne va pas nommer de sites de partage de vidéos, mais tout le monde aura trouvé, vous voyez exactement les mêmes espèces qu'ici. Vous voyez des fruits à pain, des manguiers, des palmiers, du madère, du manioc, etc. Donc ça veut dire que ça tient la route, et depuis 3000 ans. La contrepartie, c'est que tout le monde met la main à la pâte. Il n'y a personne qui travaille dans un bureau là-bas. Ça va être justement la question mais c'est possible. En que tout je cas, vais c'est poser un exemple tout à l'heure. extrême, mais il existe. On ne peut pas dire que c'est de la théorie, que c'est dans les livres. Non, non, ça existe vraiment. Et donc, on a l'avantage, nous, d'avoir pas 5 km², mais 1600 km², d'avoir la mer aussi autour. Et puis surtout d'être un archipel. Pas seulement Guadeloupe, mais il y a la Dominique tout près, il y a Montserrat, il y a Antigua. Et il y a 500 ans, les Kalina, ils vivaient déjà, ils n'étaient pas sur un territoire, ils n'étaient pas recroquevillés sur une île, ils étaient déjà en fédération. Et ils le faisaient sans pétrole, sans ordinateur, sans satellite, sans smartphone, etc. Donc, s'ils l'ont fait, on peut le faire aussi. Tout à fait. Je pense qu'on va revenir tout à l'heure dessus, après la pub, mais on devra réinventer peut-être notre façon de vivre. Donc on prend une page de pub et on revient. Donc nous revoilà de retour pour le focus où on fait l'actualité, puisque nous avons décidé de créer l'actualité, c'est-à-dire de ramener sur le devant de la scène des problématiques de fond. Donc on parle ici d'autosuffisance alimentaire, du projet alimentaire territorial, et j'ai même envie de dire du manger local, parce que manger sainement, c'est d'abord manger local, a priori. Donc on va en parler, donc on a parlé un peu de tous les enjeux écologiques, on a abordé avec M. Flower, M. Rinaldo. Donc, mesdames, je vais parler avec mesdames. On va parler justement de la dimension sociale de ce plan alimentaire territorial. Et donc, en off, on parlait justement de la question de l'éducation, voire de la rééducation de la population sur ces questions, en disant que d'ailleurs la question écologique semble assez virtuelle un peu pour tout le monde. On n'est pas conscient qu'effectivement on traverse des transformations, qu'elles soient économiques, écologiques, etc., qui vont nous amener à devoir, quelque part, nous responsabiliser aussi pour nous-mêmes, parce que l'autosuffisance, c'est d'abord une question de responsabilité. Donc, est-ce qu'on peut parler justement des enjeux du manger, en tout cas d'une alimentation équilibrée en Guadeloupe, en autosuffisance, c'est-à-dire est-ce qu'on peut manger équilibré en mangeant local? Si je mange que local, est-ce que je mange équilibré? Oui. Oui. Oui, tout est une question de diversité, d'équilibre et de quantité en fait. Et le problème, c'est qu'il y a un manque d'éducation et un manque aussi de communication sur les informations qu'on a sur nos produits locaux. Trop souvent, on a des gens qui pensent, si je mange local, ça va pas être sain. Que si on donne ça à manger à mon enfant, je préfère qu'on lui donne du riz, je préfère qu'on lui donne des pâtes, parce que le fruit à pain c'est vulgaire. L'igname, oui, c'est ce qu'on donnait à mon grand-père. Enfin voilà, c'est d'abord par ça qu'on passe en fait, cette éducation, et pour faire comprendre que oui, on peut manger local et manger équilibré, manger sain. C'est toujours la façon dont on prépare les choses, la quantité qu'on va manger.
Et derrière, en fait, tout est possible avec ce qu'on a autour de nous. Voilà. Donc Rachel, donc Typopéie, c'est un peu déjà une réponse proactive, antérieure même, justement, enfin, en tout cas, la pensée. Donc à ce plan alimentaire, ces plans alimentaires territoriaux qui émergent en fait sur le territoire. Donc quelle est la philosophie de Typopéie justement pour cette éducation à l'alimentation locale? Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est déjà de par nos précédentes activités, puisqu'on représentait aussi Paroca. Donc on a pendant longtemps œuvré sur la valorisation de notre biodiversité, informé sur son potentiel, sur ses bienfaits, puisqu'en vrai, ce sont des aliments, alors, de manière générale, plantes, végétaux, aromates, fleurs et compagnie, qui sont les plus adaptés parce qu'ils subissent les mêmes conditions climatiques et d'ensoleillement, etc. pour nous. Et donc, du coup, forcément, tout l'intérêt nutritionnel s'y trouve et non pas forcément dans les produits importés. Et ensuite, de par nos expériences personnelles, donc, on s'est rendu compte qu'il manquait en fait cette accessibilité. Que oui, il faut manger local, oui, il faut être locavore, c'est très beau dans la théorie, mais dans la pratique, ça ne se fait pas souvent. Souvent parce qu'on a des habitudes de consommation qui restent très occidentales, mais aussi surtout dans la facilité. Exactement, et que, en fait, l'idée, c'était vraiment de porter cette solution pratique et pragmatique aux consommateurs et qu'il n'ait pas, en fait, de raison de ne pas faire, de ne pas appliquer. Donc, à différents niveaux, premièrement, de par l'information. Avoir cette information. Donc on a édité des guides au tout début du concept qui permettaient d'accompagner les familles à passer à l'acte, à bien comprendre l'enjeu de la diversification de leurs enfants, mais surtout l'intérêt de le faire avec les produits de chez nous, parce qu'ils étaient beaucoup plus intéressants sur le plan nutritionnel, plus d'antioxydants, plus de vitamines, plus de minéraux, plus de nutriments, etc., qui reste le rôle principal de l'alimentation, nourrir l'enfant, pour l'aider à se développer correctement. Et un bébé locavore, un enfant locavore, c'est un adulte locavore, mais c'est surtout un enfant qui est en pleine santé. Et donc, du coup, directement, on touche la problématique de santé publique. Il y a des enfants en bonne santé, ça fait du bien, surtout sur le plan économique, puisqu'on dépense moins. Donc, voilà. Et donc, déjà, cet aspect information, mais ensuite, cet aspect produit fini, parce que tout le monde n'a pas forcément le temps ou l'envie de passer à la cuisine et donc de pouvoir avoir ce produit qui correspond toujours à la démarche, donc une démarche cohérente. On l'a vu, c'est l'observation de la nature nous a appris ça, c'est-à-dire que manger, c'est la connexion avec la nature, c'est de comprendre son fonctionnement, de mimer son fonctionnement parce que toutes les réponses sont là, tout simplement. Donc non, de ne pas exiger d'avoir des produits hors saison, parce que c'est pas la saison et il y a une raison. La raison, c'est que déjà pendant la saison, le fruit ou le légume est à pleine maturité, donc a son plein potentiel en termes d'apport nutritionnel notamment. Ensuite, la diversité, parce que on n'a pas que des patates douces, des fruits à pain, des badanjons et du journaux. Il y a énormément de choses et en fait, tout le mérite, c'est de découvrir en fait toute cette richesse. Et voilà, plein de raisons, tout en respectant l'environnement, en respectant l'humain, en respectant... Oui, parce que respecter la saisonnalité, c'est respecter d'abord l'environnement. Le fait mais bien que, sûr, voilà, bien sûr. Et puis en respectant l'environnement, en respectant l'humain, donc c'est-à-dire ce qu'on lui apporte, c'est aussi très important parce que quand on nourrit quelqu'un avec de la vie, on le respecte, tout simplement. Et d'autres aspects, social, économique, santé publique, responsabilité, donc durabilité, de faire aussi l'option de faire dans des pots en verre recyclés, c'est prendre en compte son impact, son empreinte carbone, son impact sur l'environnement, essayer de compenser quand on n'a pas le choix, parce que le fait qu'on soit une île, forcément on importe les bocaux, mais le fait de les recycler, ça fait qu'on importe moins que si on ne s'en occupait pas, de valoriser les biodéchets, etc. C'est toute une démarche qui, au final, le circuit court aussi, de servir de tremplin au développement d'une filière bio. Tous ces petits éléments rassemblés permettent de faire un cercle vertueux et qui permet finalement de démontrer que c'est possible de faire des choses à partir des ressources locales et que ça apporte de vraies réponses. Voilà. Et si je peux ajouter aussi ce qu'il y a de pertinent et de très intéressant avec ce genre de projet, quand on parlait d'éducation ou de rééducation, c'est qu'avec quelque chose de concret, comme les petits pots, comme les guides, on apprend aux enfants et parfois aussi on réapprend aux parents, on réapprend aux grands-parents à redécouvrir ce qu'ils ont connu quand ils étaient petits, ce qu'ils ont mis de côté, à retrouver le goût aussi de certains aliments. Le vrai goût. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Non, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Voilà. C'est ça, non, mais je pense qu'il faut, quand on dit rééduquer les enfants, beaucoup d'enfants aujourd'hui
sont complètement, j'allais dire, aliénés à leur environnement, mais en même temps, ils ne savent plus le goût des aliments. C'est-à-dire, à force de manger des choses transformées, on mange du ketchup, on a l'impression que c'est le goût de la tomate, alors que la tomate n'a pas du tout ce... Voilà, comme... Tout à fait. Donc c'est vraiment, quand on parle justement de tout ce plan alimentaire territorial, c'est repenser. Alors ça a l'air très compliqué. On se dit, mais effectivement, les gens, on sait que comment dire, la nourriture industrielle, ça a été un processus aussi on va dire, d'ascension sociale aussi pour les gens, de se dire qu'ils pouvaient manger rapidement. Enfin, tout ça, ça fait partie du progrès a priori, alors que le progrès aujourd'hui, c'est de revenir en fait à des choses... ce sera ça le nouveau progrès en fait. Ce ne sera pas de rester justement dans ce genre d'alimentation qui sont complètement dénutries, parce qu'on a l'impression, et c'est ce qu'il faudrait peut-être rééduquer aussi, c'est la question de la publicité, l'effet de la publicité aussi, enfin, tout le marketing en fait qui influence beaucoup la population. Et qui laisse entendre, il suffit que ce soit marqué fer, je ne sais pas, beaucoup de calcium, on a l'impression que c'est la réponse en fait à tout. Alors est-ce qu'on peut parler, parce que moi, alors récemment, un exemple concret, je vais parler de choses personnelles, mais enfin l'idée c'est en tout cas de revenir à des choses dans le vivant là. Ma soeur vient d'avoir un enfant, elle achète du lait maternisé en fait pour compléter donc la lactation. Et en fait, le bébé ne supporte pas visiblement ce lait. Voilà. Alors moi, je lui disais, est-ce que tu ne peux pas utiliser du dictat? Mais apparemment, les médecins disent que c'est trop tôt. Il y a certaines choses, c'est trop tôt, on ne peut pas diversifier à tel âge. Mais je me dis, en Afrique, ils font comment s'ils ont juste de la enfin, voilà, du manioc. Est-ce que l'enfant, il mange du manioc ou il n'en mange pas Je crois que finalement, le problème n'est pas pris dans le bon sens. C'est qu'on veut répondre à des problématiques qui n'existaient pas auparavant, qui existaient très peu. Et là, on est dans un réapprentissage des choses qui sont finalement les plus naturelles. Donc la question de l'allaitement doit, dans tous les cas, rester un choix. Une femme fait le choix d'allaiter via le lait maternel ou via le lait maternisé. Mais il faut bien prendre conscience que dans le lait maternel, il y a tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse grandir dans les meilleures conditions possibles. Donc, et il faut aussi prendre en compte la notion de l'interaction entre les différents composants de ce lait maternel. Donc dans un lait maternisé, effectivement, on a les protéines nécessaires, on a le lactose nécessaire, etc. Mais dans le lait maternel, on a aussi les immunoglobulines pour l'immunité du nourrisson. On a cette interaction entre les différents composants qui permettront à l'enfant de rester en bonne santé. Et pour qu'un enfant soit en bonne santé, il faut que sa maman également soit en bonne santé. Et donc, on pense d'abord à l'alimentation de cette maman et de ce couple parental, finalement, et qu'on prenne en compte les problématiques qui sont très spécifiques guadeloupéennes. On parlait du chlordécone tout à l'heure. On sait effectivement que nous avons été empoisonnés pendant une vingtaine d'années. On sait également par des cohortes, des études qui ont été faites dans les années 2004-2007, que l'exposition de la maman au chlordécone, plus elle était réduite dans les 6 mois avant la conception, et moins elle impactait finalement l'enfant à naître. Donc le taux de chlordécone retrouvé dans le sang de la maman, si son exposition est réduite suffisamment tôt, diminue graduellement. De telle sorte que si une maman a une exposition réduite en passant par une alimentation qui soit la meilleure possible par la permaculture, ou en tout cas en diminuant les intrants chimiques, les perturbateurs endocriniens, eh bien on sait qu'à 3 mois, cet enfant il sera beaucoup moins sujet à ces différentes problématiques. Donc il faut prendre les choses en amont, se dire qu'on va manger sainement pour soi et pour sa progéniture. On parlait d'éducation de l'enfant, l'éducation elle passe d'abord par le parent finalement. Si le parent est bien éduqué, enfin est éduqué à bien manger et qu'il comprend les enjeux, qu'il soit au niveau de la santé, de l'éducation physique, etc., enfin, de la prévention des pathologies cardiovasculaires, des cancers à venir, de l'obésité. On parle beaucoup de cancers du sein, beaucoup de cancers de prostate, du côlon. On sait que tous ces cancers ont une origine hormonale, endocrinienne. Le chlordécone est un perturbateur endocrinien. Donc je crois que les choses sont à prendre dans une vraie globalité. Et un parent qui est sensibilisé à l'aliment sain, à l'aliment pur, ira vers cette alimentation pour son enfant. Et la diversification alimentaire, effectivement, on considère qu'avant 6 mois, l'enfant n'a pas besoin d'autre apport alimentaire que le lait maternel. Mais on sait très bien qu'à partir de 4 mois, on peut rajouter des aliments.
que ça réduit ça favorise la tolérance du système immunitaire, donc ça réduit graduellement la problématique des allergies et des intolérances. On sait également que le fait de proposer l'aliment à l'enfant, tel que la banane qu'on a ici en main, ça favorise sa sensorialité et ça l'éduque non seulement dans le goût, mais dans la problématique de l'apprentissage et du bien vivre, du bien grandir, etc. Tout à fait. Je pense que est-ce qu'on peut... Enfin, on parle d'éducation alimentaire, de valorisation du patrimoine. Oui. Je crois que c'est effectivement important de reconnecter les enfants à leur environnement. Les parents, d'ailleurs, d'abord. Oui. Parce que, oui, on sait toutes les problématiques de santé qui sont liées à la malbouffe. C'est même pas la malnutrition, c'est la malbouffe. Je vais le mettre entre guillemets. En Guadeloupe, les fast-foods, etc. Tout à fait. Rachel. Je voudrais rajouter qu'il faut bien prendre conscience que dans l'acte de nourrir, c'est un acte d'amour et donc du coup on transmet énormément. Donc oui, on nourrit sur le plan très biologique, apport de nutriments, etc. Mais on transmet déjà sa propre conception de l'alimentation, son comportement d'une certaine manière. On transmet aussi sa culture, on transmet un peu une part de son identité, etc. D'où l'importance d'ancrage aussi, d'où l'importance de bien prendre possession en fait de cet environnement de proximité qui nous caractérise et de le transmettre en fait à l'enfant pour lui garantir aussi de pouvoir évoluer sereinement dans cet environnement. Et pour rebondir sur ce qu'elle disait, je crois que le progrès ne doit pas du tout être un synonyme d'acculturation finalement. Effectivement, on rentre dans une société de consommation, mais je disais tout à l'heure qu'on a une réserve de biosphère et qu'on a absolument tout ce qu'il faut sur le territoire en termes d'aliments, de plantes, de féculents, etc. pour mieux vivre. Donc il faut qu'on se mette autour d'une table, comme on aime bien dire, qu'il y ait un consensus en tout cas pour une meilleure alimentation, pour une meilleure santé dans le futur. Donc, est-ce qu'on peut, justement, on va revenir à toutes ces questions écologiques, parce qu'on disait aussi tout à l'heure que les institutions portent des PAL, donc des projets alimentaires territoriaux, mais en même temps chez soi, parce que finalement, est-ce qu'il ne faut pas rééduquer même, en tout cas, la proximité aussi avec l'aliment? Est-ce qu'il ne faudrait pas, Monsieur Flower, éduquer les gens à la permaculture ou à la culture, même quand on a un petit bout de terre, un petit bout de jardin, est-ce qu'il faut revenir justement à ce jardin créole En fait, la question ne devrait même pas se poser. Mais la transition écologique, dont il y a un volet alimentaire, elle ne peut être que collective. Donc il faut commencer par faire avec son voisin, sa voisine, son voisinage, son quartier, et par échanger... Voilà ce que la nature nous offre, même sur un petit bac de jardinière, même sur un bout de balcon. Et c'est quelque chose qui prend un certain temps, ça doit s'enraciner effectivement dans le temps long, dès le plus jeune âge, pour qu'on n'ait pas cette espèce de néophobie. Je ne connais pas, donc je ne veux même pas goûter. Mais on peut aussi faire on peut aussi, avec de l'innovation, trouver des formes qui sont adaptées, alors des chips de manioc, qui permettent de ne pas avoir l'impression que c'est du manioc, mais de goûter de chips. Et en fait, on se rend compte que c'est absolument délicieux. Parce que justement, c'est ce que j'allais dire, c'est la question de la forme. Oui. Quand on est habitué à manger des plats préparés, etc., finalement, si je vois un gombo, ça me paraît bizarre. Ou si je vois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Si je ne l'ai jamais vu, ça m'a l'air quelque chose d'assez... rebutant. En plus, je sais que le vert, c'est pas forcément la couleur préférée des enfants, visiblement. Mais je veux dire, même la forme... alors moi, par exemple, qui suis cœliaque, je suis allergique au gluten, à plein de choses, mais par exemple, quand on a déjà mangé une pizza, où il y a des formes comme ça, des pâtes, les gens mangent beaucoup ce genre de choses, est-ce que c'est pas quelque chose aussi à déconstruire aussi dans la conscience des gens, c'est-à-dire cette forme de l'aliment où puisque les gens mangent beaucoup de choses de l'extérieur. Quand on regarde la restauration en Guadeloupe, on a les restaurants locaux, mais on a même des tacos en Guadeloupe, on a toute espèce de choses qui sont intéressantes. C'est bien de manger des choses différentes, mais je pense qu'on n'est pas obligé d'aller justement dans la contestation de la forme. Il y a des bouquites à la farine de fouille à pain qui sont excellents. Juste parce que... Et moi, je suis un grand amateur de bouquites. C'est une porte d'entrée finalement pour déconstruire cette espèce de phobie de perdre quelque chose, pour
en se demandant s'il y a vraiment un gain de l'autre côté. On pourrait imaginer des gnocchis de patates douces, par exemple, qui auront un index glycémique beaucoup plus bas que la pomme de terre et qui pourront répondre à la problématique du diabète de type 2 qu'on rencontre dans notre population. Donc à la limite, avant de faire peur à la population, peut-être déconstruire un petit peu, passer par la mondialisation pour revenir à nos fondamentaux. Oui, et moi je me dis par exemple, moi qui fais mon pain, mon pain il ne gonfle pas, parce qu'il n'y a pas de gluten. Mais quand on observe, vu qu'on est aussi dans une culture qui se veut quand même très proche de l'Afrique, il y a quand même, les pains sont plats. Si on regarde en Afrique, etc., ils sont plats. Et peut-être qu'il faut aussi déconstruire ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses, si on fait du pain de manioc, il ne sera pas gonflé, il sera plat. Et il est tout aussi bon. Ouais. Concrètement, nous, aujourd'hui, on a ce type d'anecdote. Encore hier, on était sur Joie à Tradition. Énormément, on fait déguster, on fait goûter, on fait découvrir. Et en fait, surtout, on fait deviner. Donc ça c'est marrant en fait, puisqu'il y en a qui parfois on a une, c'était la citère et le fruit à pain. Franchement ce sont les deux où on a des réactions assez intéressantes. Il y en a beaucoup qui détestent ça, qui ne mangent pas ça, et en goûtant ils adorent. On me disait mais maintenant est-ce que vous pourrez manger en fait par exemple la citère comme ça? Ah oui totalement, mais clairement. Donc c'est aussi de faire découvrir différemment. Et je pense que c'est là qu'il y a aussi de l'ingénierie, comme on le disait, pour pouvoir consommer il faut déjà connaître aussi ce qu'on a autour de nous. Et je pense que même le geste, parce que le geste aussi de cuisiner avec les enfants, j'ai l'impression qu'il se perd un peu. Parce que cuisiner, c'est aussi être en contact avec les aliments, voir ce qu'on a dans son assiette, comment c'est transformé, comment on fait une sauce tomate, voilà. C'est de comprendre que c'est de la tomate, le produit d'origine, c'est ça. D'autant plus qu'ailleurs, ils le font mieux que nous, parce qu'aujourd'hui, ce qui est à la mode concrètement, le healthy food, là, c'est quasiment que des produits exotiques. Hein. Oui. Donc, patates douces, grenades, menthe, au bout d'un moment, voilà. Quoi. Tout à fait. Et en plus, ça n'a rien de vegan, puisqu'en plus, ils les importent, parce que ça n'est pas chez eux. Alors, comme il nous reste très peu de temps de l'émission, vous voyez, 1 heure, ça passe très vite, on a encore plein de choses à dire. Donc, je vais laisser la parole aux invités. Un petit mot pour la fin. En rappelant justement vos structures. Si vous voulez mieux vous informer encore, allez sur Internet, sur Google. Je dis Google, il n'y a pas de problème. Sur Google, cherchez plan alimentaire territorial. Vous pouvez trouver aussi Fleur Carbone, Paroca, Typopéi, Arbocréas, dont on va entendre parler de tout le monde, justement plus parce que les initiatives ne manquent pas et sont nécessaires pour qu'on puisse opérer une transition écologique et climatique et alimentaire dans les meilleures conditions. Alors, je donne la parole dans le sens aigu d'une montre. Donc, Olivia, et ensuite, on va finir par Stanley. Du coup, ce sur quoi moi je pourrais conclure, c'est toujours on peut manger local et équilibré et sain. Il ne faut pas se brusquer sur ce qu'on a autour de nous. Il faut être curieux. Il faut être... il faut se rappeler en fait que la nature qui est autour de nous, elle passe par nous, elle nous appartient, on en fait partie. Donc forcément, ce qu'il y a dedans, c'est bon pour nous. Donc il faut réapprendre à redécouvrir, il faut apprendre à utiliser, à goûter. Et qu'il n'y a pas de souci, on a la santé au bout qui va nous attendre. Ok, Rachel. Alors moi, le mot de la fin, ça serait vraiment de ne pas oublier en fait qu'on est dans un équilibre, à savoir l'environnement, l'humain, le sociétal aussi pour quelle que soit la classe sociale dont on vient, on y a droit, tout simplement. Et ce cercle vertueux pour faire en sorte d'avoir cet équilibre et de permettre un développement périn de notre Guadeloupe qui, à mon sens, devrait être une oasis. Voilà. Eh bien, on entre dans une semaine tout à fait particulière qui va se terminer par un grand moment de partage. Je pense que c'est une très bonne semaine pour que chacun d'entre nous, on entame notre projet alimentaire territorial à base d'igname, à base de pois d'Angole, à base de groseille, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer, tous ces ingrédients, mais ils sont là justement pour créer ce lien qui permet de prendre conscience de la valeur, des valeurs culturelles, mais aussi économiques, et du fait que ça fait vivre un territoire. Donc, comme ça sera quelque chose de très festif et de très agréable malgré la pandémie,
eh bien, je pense que c'est en ayant les meilleures bonnes ondes qu'on aura envie de continuer tout au long de l'année 2022. Voilà. Mélina? Oui, moi je voulais dire que cette autonomie alimentaire n'est pas une utopie et qu'on peut tout à fait concilier les politiques de santé publique, le développement économique de la Guadeloupe, le développement sociétal. Et puis quel dommage que notre culture et notre esprit culinaire soient plébiscités dans le monde entier et que finalement on oublie nous-mêmes de le plébisciter. Donc on a tout ce qu'il faut et il faut simplement en prendre conscience et le mettre à la maison. Et en face, Stanley. Alors moi, du coup, le mot de la fin va être vraiment orienté sur l'action. La permaculture, effectivement, nous permet d'avoir vraiment des solutions, autant sur les actions qui sont sur le court terme comme sur le long terme, des petits projets comme des gros projets. Donc je ne peux que vous inciter à nous contacter pour pouvoir découvrir les solutions que l'on peut proposer pour pouvoir retrouver le jardin créole à côté de chez vous, comme pour de plus grosses structures. Donc n'hésitez vraiment pas, il faut qu'on démarre et qu'on commence, c'est maintenant. Voilà, donc le futur, c'est maintenant. Donc on va préparer notre avenir. Moi, je vous remercie d'avoir suivi ce focus. On se retrouve demain pour la tranche d'information. Et n'hésitez pas donc à contacter nos invités si vous voulez plus d'informations sur tout ce dont on a parlé ce soir. Voilà, bonne soirée.